Rebonjour. Voici donc la 8e séance de ce colloque et j'ai le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir ce grand spécialiste de la neuropsychologie, donc le professeur Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen, unité INSERM U1077, et qui est président de l'Agence musicale régionale de Normandie, le phare, et qui est donc auteur d'ouvrages et d'articles très importants et de références concernant les neurosciences et la musique. Donc voilà, nous allons avoir une conférence plénière à laquelle succédera ensuite la table ronde, mais nous devrons interrompre donc la conférence. Une fois que la conférence sera finie, nous fermerons cette session et nous commencerons la session suivante qui est la table ronde. Merci beaucoup de nous avoir donné la chance de vous écouter et à tout de suite. Vous avez la parole. Merci beaucoup Nida de l'introduction et de l'invitation. Je ne sais pas si vous voyez. Voyons. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Mémoire, musique et cerveau. C'est clair? OK. Très bien. Donc, écoutez, merci encore. Donc, je vais vous faire cette présentation mémoire, musique et cerveau. Et pour compléter ce qu'a dit Nida, juste quelques précisions concernant mon activité de recherche. Donc, je fais ma recherche dans un laboratoire en France qui s'intitule Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. Donc, c'est un laboratoire qui s'intéresse à la mémoire et à ses troubles. Et dans ce contexte, la musique, depuis la création de ce laboratoire, à la fin des années 90, eh bien, on a introduit la musique comme étant un matériel extrêmement pertinent, intéressant, pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire et se poser la question aussi de la manière dont la musique pourrait intervenir dans les maladies de la mémoire. Donc, en fait, nos travaux, ils ont ces deux facettes qui sont tout à fait complémentaires et harmonieuses, je trouve. En tout cas, c'est une chance pour un chercheur de pouvoir avoir ces deux facettes, c'est-à-dire à la fois une facette fondamentale avec la neuroimagerie. Ici, vous avez en photographie Mathilde Groussard, qui est maître de conférence à l'Université de Caen et qui travaille avec moi depuis quelques années maintenant sur cette thématique. Et puis à droite, l'aspect clinique, c'est-à-dire comment la musique va pouvoir être utilisée pour la prise en charge des troubles de mémoire chez des patients notamment ayant une maladie d'Alzheimer. Alors, quand on parle de mémoire en neuropsychologie, on a tout un tas de manières de modéliser la mémoire. Ce sont souvent des simplifications. Ici, je montre juste un exemple de modèle qui nous a beaucoup servi, qui est un modèle maintenant classique de la mémoire en neuropsychologie et en psychologie cognitive, qui a été proposé par Endel Tulving. Et ce modèle de mémoire, en fait, il reprend un découpage assez classique des différentes instances de mémoire, comme la mémoire procédurale, le système de représentation perceptive qu'on peut traduire comme étant une mémoire à long terme perceptive, qui n'est pas toujours très bien d'ailleurs modélisée, comprise dans différents modèles de mémoire, je pourrais y revenir. La mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances qu'on a sur le monde, et on parle aussi de mémoire du lexique, donc notamment verbale. La mémoire à court terme ou mémoire de travail, et puis la mémoire épisodique, donc qui est cette mémoire qui vous permet de vous souvenir d'informations dans leur contexte. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? J'ai pris ce modèle parce que en fait il a été construit ce type de modèle sur la base des dissociations cliniques, c'est-à-dire on a des patients qui peuvent perdre effectivement un type de fonctionnement de la mémoire, notamment qui peuvent perdre des capacités en mémoire à court terme de manière isolée ou de la mémoire sémantique, etc. Et donc, c'est un des arguments pour considérer que la mémoire est plurielle.
et qu'elle peut se découper, donc d'après Tulving, de cette façon-là, en tenant compte notamment du développement de la mémoire. Alors la logique donc de cette hiérarchisation de la mémoire chez Tulving, c'est que, eh bien, on aurait ces différents systèmes de mémoire qui se développeraient au cours de l'enfance de manière donc hiérarchisée de la mémoire procédurale vers la mémoire épisodique qui se stabilise en termes de performance le plus tardivement entre, on va dire, une dizaine d'années, entre 10 et 14 ans chez les enfants. Alors, si on prend cet exemple et qu'on transpose ça à la musique, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, si on simplifie énormément les choses, hein, là, on va dire, je caricature un petit peu, hein, donc je simplifie donc très largement mon propos. Ben, une mémoire procédurale musicale, ben, ça pourrait correspondre à l'apprentissage de séquences gestuelles, hein, c'est-à-dire cette mémoire du corps dont la plupart des instrumentistes parlent, mais qui existe aussi pour les chanteurs. La mémoire perceptive à long terme représenterait les caractéristiques sonores, les timbres, donc les aspects structuraux donc, de la musique. La mémoire sémantique correspondrait aux connaissances stylistiques et formelles verbalisables que l'on aurait sur la musique. La mémoire de travail, eh bien, ça serait la capacité que l'on aurait à maintenir des informations musicales de manière temporaire. Et la mémoire épisodique, c'est le fait de se souvenir du contexte de l'écoute d'un morceau de musique ou d'une performance musicale. Alors, on a commencé effectivement à s'intéresser par rapport donc dans notre laboratoire à ces différentes instances donc de la mémoire, de voir si effectivement ça représentait quelque chose aussi que l'on retrouvait quand on parlait de musique. Par exemple, l'opposition classique mémoire épisodique et mémoire sémantique que l'on va trouver en psychologie cognitive et donc en neuropsychologie. Est-ce qu'on peut la retrouver avec la musique? Alors, c'est ce que l'on a proposé dans une expérience en neuroimagerie où on a proposé avec les mêmes séquences musicales soit une épreuve de mémoire sémantique, les sujets avaient simplement à dire s'ils connaissaient ou pas les extraits qu'on leur proposait, et puis quelques minutes plus tard, sans les avoir prévenus, on leur présentait pour moitié les mêmes séquences sur lesquelles ils avaient dit je connais, je ne connais pas, et on leur avait proposé cette fois-ci une consigne de mémoire épisodique, c'est-à-dire on leur disait, ben voilà, il y a 10-15 minutes, je vous ai présenté des mélodies, certaines vous les avez jugées familières et d'autres pas familières, et bien maintenant je vais vous demander de me dire quelles étaient les mélodies qui ont été présentées il y a 15 minutes par rapport à d'autres mélodies qui ne vous auront pas été présentées. Donc là, on est dans un contexte de mémoire épisodique. Et on voit très clairement, en fait, qu'à partir de même type de séquence musicale, eh bien, dans notre cerveau, on a deux réseaux donc cérébraux qui s'activent de manière assez indépendante et en fait cette étude a permis de confirmer que ce qui est important pour la mémoire, c'est pas tant ce qui rentre dans le cerveau, mais la manière dont vous faites travailler votre cerveau, c'est-à-dire dont vous allez manipuler l'information en mémoire. Et donc on a bien ici effectivement pour la mémoire sémantique et la mémoire épisodique retrouvé cette distinction. Alors, une des grandes questions par rapport à la musique, ça a été de savoir par rapport à la mémoire si oui ou non on pouvait parler d'une mémoire musicale pure. Et dans le modèle cognitif proposé par Isabelle Peretz, il y a cette idée qu'il pourrait exister ce qu'elle a appelé donc un lexique musical pur. Un lexique musical pur, c'est-à-dire des représentations musicales en mémoire, mais qui seraient indépendantes des représentations verbales, des étiquettes verbales de ces connaissances musicales. Alors, il y a eu beaucoup de travaux autour de cette question. Est-ce qu'on a une mémoire musicale pure qui serait indépendante d'une mémoire verbale? Premièrement, il y a des observations cliniques qui montrent que certains patients avec des lésions du cerveau perdre plus sélectivement la capacité à pouvoir se remémorer, à identifier des mélodies comme étant connues ou se remémorer des mélodies, et en particulier lorsque leurs lésions cérébrales sont bilatérales et touchent ce qu'on va appeler les pôles temporaux, c'est-à-dire la partie la plus antérieure des lobes temporaux. Et dans une méta-analyse des cas cliniques faite par Stewart et collaborateurs en 2006, eh bien, ils retrouvent effectivement cette idée que ce sont principalement ces régions des pôles temporaux qui vont être importantes
donc dans les capacités chez donc les patients donc de pouvoir reconnaître ou pas des informations musicales. Alors, en neuroimagerie, nous avons fait plusieurs études où on a essayé effectivement de traquer, d'identifier quels pourraient être les réseaux cérébraux impliqués dans l'accès au lexique musical, à ce lexique musical pur. Et dans plusieurs études successives, on a montré qu'il y avait plusieurs régions critiques pour l'accès à ce lexique musical, notamment les régions du pôle temporal, du gyrus temporal supérieur et du gyrus frontal inférieur. Et ce qui nous a souvent surpris initialement, en fin de compte, dans ces travaux, c'est qu'on avait des activations qui étaient largement latéralisées à gauche, contrairement à l'hypothèse qu'on faisait habituellement dans la littérature, que la musique était traitée de manière dominante par l'hémisphère droit, et nous, de manière assez systématique, même avec des sujets qui n'étaient pas du tout musiciens, mais juste mélomanes tout venant, on avait une latéralisation gauche qui était plus marquée. Alors ça nous a un peu déstabilisé, et pour le coup, on cherchait toujours à trouver de nouvelles épreuves et un nouveau matériel où la contamination verbale soit la plus faible possible, parce que évidemment, il s'agissait surtout pas de proposer du matériel musical qui puisse être associé à des informations verbales, donc pas de chansons, pas de matériel lyrique, et ça c'est pas si évident. Alors après, on a réussi en fin de compte à proposer une épreuve qui nous a semblé plus satisfaisante que simplement en fait des épreuves musicales où il s'agissait pour les participants de dire s'ils connaissaient ou pas les musiques qu'on leur proposait. Et c'était de proposer dans cette étude en fait des séquences musicales dont le début était entendu, donc des débuts de mélodies familières, plus ou moins familières, et puis après un petit temps donc de silence. Et après un bip, soit on entendait la bonne suite, en fin de compte, de cette mélodie familière, soit c'était pas la bonne suite. Et la tâche des sujets, des participants, était simplement de dire c'est la bonne suite ou c'est pas la bonne suite. Et on faisait la même chose donc pour le langage avec des proverbes et expressions très familières de la langue française, avec le début du proverbe, donc un petit blanc, et soit c'était la bonne suite, soit c'était pas la bonne suite. Et ce que l'on voit bien donc dans ce résultat, c'est qu'on retrouve de manière assez, je dirais, assez bien documentée qu'il y a des régions cérébrales tout à fait communes donc dans le traitement des informations mnésiques et bien sûr perceptives pour la musique et pour le langage, mais qu'il y a aussi un réseau cérébral donc pour la musique beaucoup plus étendu. Hein. Là, on va retrouver beaucoup plus d'activités de manière bilatérale à la fois dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit pour la musique par rapport au langage qui correspond à un réseau cérébral pour l'accès en représentation mnésique beaucoup plus donc spécialisé et délimité. Alors, ce résultat-là, il nous paraît assez satisfaisant parce qu'il montre à la fois qu'il y a des réseaux communs qui sont bien documentés, comme je le disais, et donc qui permettent aussi de montrer que langage et musique partagent des ressources, et c'est intéressant notamment dans la prise en charge des troubles du langage par la musique, mais aussi ça permet d'expliquer à un premier niveau pourquoi la musique et la mémoire musicale serait plus résistante dans le cerveau de certains malades par rapport, en fin de compte, au langage. Parce qu'on comprend bien, évidemment, que la représentation mnésique de la musique se fait sur des réseaux beaucoup plus étendus que pour le langage, qui correspond à un réseau beaucoup plus spécialisé. Alors ça, ce sont des résultats qu'on obtient chez des sujets qui ne sont pas musiciens. Et évidemment, on s'est intéressé à l'effet de la pratique musicale sur la mémoire et sur le cerveau. Et si on regarde l'effet de la pratique sur, je dirais, les modifications structurales qui sont produites en fonction donc du nombre d'années de pratique musicale, c'est-à-dire les modifications dans l'épaisseur corticale des cerveaux des musiciens par rapport aux non-musiciens ou des gens plus ou moins musiciens, eh bien, on va trouver des régions cérébrales qui se modifient par l'expertise et qui sont là aussi assez régulièrement documentées, qui sont attendues comme les régions auditives ou les régions motrices, mais aussi des régions de la mémoire comme les régions hippocampiques. Et ça, des modifications en fin de compte des régions hippocampiques, ces structures cérébrales qui sont bien connues pour être des structures clés de la mémoire, notamment de la mémoire associative, de la mémoire épisodique, ça c'était moins attendu. Et en fait, quand on a fait cette
cette étude initiale, donc en 2010, et c'était d'ailleurs le résultat le plus significatif sur l'ensemble du cerveau, c'est-à-dire la modification qui était la plus importante des régions cérébrales chez nos sujets musiciens par rapport aux participants non musiciens, c'était des modifications de ces structures hippocampiques. Et la corrélation entre justement ces modifications de l'épaisseur corticale dans l'hippocampe et le nombre d'années de pratique montrait bien qu'il y avait une corrélation tout à fait claire, c'est-à-dire que plus vous aviez d'années de pratique, et bien plus ces structures cérébrales de la mémoire étaient modifiées. Et d'ailleurs, quand on prend comme variable l'année de début de pratique, c'est-à-dire le fait d'avoir commencé à 4 ans, à 6 ans, à 7 ans, eh bien, on ne trouve plus cette corrélation. Donc, ce qui montre que, en fait, ce qui est important pour obtenir cette modification du cerveau, c'est pas tant d'avoir commencé tôt, même si ça peut être un facteur important, mais c'est de cumuler un nombre d'années de pratique important et de continuer à pratiquer. De la même manière, on a montré entre les musiciens et les non-musiciens qu'à partir de ces modifications structurales, eh bien, on pouvait aussi rendre compte des différences de connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire de montrer que les musiciens avaient un dialogue cérébral accru, augmenté, plus important dans certains réseaux cérébraux, en fonction effectivement de leur expertise. Et on va retrouver notamment des réseaux cérébraux liés à la mémoire, mais bien sûr aussi liés aux émotions et au langage. Et par ailleurs, que si on regarde la manière dont ces régions cérébrales hippocampiques et notamment frontales dialoguent entre elles, eh bien on voit qu'avec l'expertise, les musiciens vont avoir des modifications de la dynamique de la communication entre ces régions du cerveau, c'est-à-dire entre les régions hippocampiques et les régions préfrontales, qui montrent effectivement une autre manière d'aller rechercher les informations en mémoire grâce à l'expertise musicale, modulée par l'expertise musicale. Alors, tous ces travaux un peu fondamentaux nous ont amené à nous poser forcément la question, qui est assez classique dans la littérature, mais est-ce que, pour le coup, les musiciens âgés ont une meilleure mémoire que les musiciens, enfin les non-musiciens, les gens qui n'ont pas fait d'études musicales, et est-ce que faire de la musique, ça permettrait de mieux vieillir et de booster sa mémoire? Alors, il y a deux questions par rapport à musique et vieillissement, à savoir si les musiciens vieillissent mieux. Alors ça dépend des musiciens sans doute, hein, et puis de démarrer sur le tard, la musique, est-ce que ça peut nous aider à mieux vieillir? Ça aussi, c'est une question qui intéresse effectivement beaucoup de chercheurs, mais malheureusement qui suscite de plus en plus de travaux, mais qui est encore assez peu documenté, cette deuxième question, hein, par des travaux de neuroimagerie. Il y a à l'heure actuelle un travail européen qui est réalisé en Suisse et en Allemagne sur le suivi de personnes qui n'ont jamais fait de musique, à qui on propose de suivre des cours de piano, et pour lesquels il va y avoir à la fois des mesures cognitives et des mesures de neuroimagerie. Alors, évidemment, il n'y a pas que la musique qui module votre capacité de mémoire. Il y a d'autres activités de loisirs qui peuvent booster votre mémoire. On a publié récemment un papier comportemental qui montre que si on compare les musiciens, par exemple, à des acteurs de différentes classes d'âge, un acteur, c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup travailler sa mémoire, mais on va observer que, évidemment, les acteurs peuvent être plus performants sur des tâches de mémoire, notamment impliquant les mots, hein, donc des tâches de mémoire verbale, et donc on n'est pas très surpris que les acteurs soient plus performants même que les musiciens. Mais les musiciens vont être malgré tout plus performants sur différentes tâches de mémoire, notamment impliquant plutôt la mémoire visospatiale, la mémoire immédiate, mais aussi impliquant aussi le contrôle de la mémoire et les aspects exécutifs liés à la mémoire. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait de la musique vous protège du vieillissement? C'est une question un peu compliquée. Il y a quelques éléments dans la littérature qui permettent d'amener quelques éléments de discussion. Notamment, je trouve très intéressantes ces études qui ont comparé des jumeaux musiciens,
donc, et non musiciens, c'est-à-dire des jumeaux dont un a fait de la musique pendant sa vie et l'autre pas, et qui montrent effectivement que on peut avoir, d'un point de vue statistique, une diminution du risque de démarrer une maladie neurodégénérative chez les jumeaux qui ont une pratique musicale, et qu'il y a des modifications dans le cerveau de ces jumeaux qui ont fait de la musique par rapport donc aux jumeaux qui n'ont pas fait de musique, qui sont tout à fait spécifiques et qu'on retrouve, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, chez les musiciens classiquement. Malheureusement, le fait de faire de la musique, ça ne vous met pas à l'abri des maladies neurodégénératives. Et il y a un certain nombre d'observations cliniques qui montrent qu'il y a des personnes qui ont une pratique musicale et qui ont démarré une maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas cliniques de personnes anciennement musiciennes et qui ont démarré une maladie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, si elles ont bien les symptômes d'une maladie d'Alzheimer classique, malgré tout, s'il y a bien un domaine qui résiste à leurs troubles de mémoire, c'est bien aussi le domaine musical, avec des compétences qui restent tout à fait élevées dans ce domaine-là. Alors, quand on parle Alzheimer et musique, on pense évidemment au fait que la musique, c'est depuis longtemps utilisé dans les structures de soins pour permettre la modulation de l'humeur, de combattre les effets délétères de la maladie, notamment les effets comportementaux. Et s'il y a bien un symptôme contre lequel il faut combattre chez les patients qui ont ce type de maladie à un stade avancé, c'est ce qu'on appelle l'apathie, c'est-à-dire des personnes qui vont justement être de plus en plus mutiques, se renfermer sur elles-mêmes, avoir de plus en plus de difficultés à communiquer. Et le documentaire Alive Inside montre bien, avec des images tout à fait choquantes, parlantes, que la mémoire musicale peut se réactiver très facilement chez ces patients et produire des effets d'éveil tout à fait fantastiques qui sont extrêmement intéressants. Alors, comment on peut expliquer la résistance de la mémoire musicale, notamment la mémoire musicale ancienne chez les patients Alzheimer? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup effectivement travaillé et qui nous a amené même à essayer, à tenter des expériences qui ont été d'essayer de voir si non seulement les patients Alzheimer pouvaient avoir une mémoire musicale ancienne, je dirais des mélodies anciennes qu'ils avaient apprises quand ils étaient jeunes qui étaient résistantes, mais est-ce qu'en plus ils avaient une mémoire musicale on va dire au présent, qui restait encore tout à fait active. Et c'est ce que l'on a pu démontrer avec des expériences tout à fait étonnantes d'apprentissage de nouvelles chansons chez des patients Alzheimer à un stade modéré à sévère, qui vont être en capacité en fait d'apprendre des nouvelles chansons, d'apprendre en tout cas les mélodies de ces nouvelles chansons, non seulement donc de les apprendre, c'est-à-dire d'être capable par cœur, en ayant le texte sous les yeux, de pouvoir chanter les mélodies de ces nouvelles chansons, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont mémorisé ces chansons sans être conscients d'avoir mémorisé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ils ne se souviennent pas des différents ateliers auxquels ils ont participé. Et au départ, une chanson qui est qualifiée comme étant complètement inconnue est devenue parfaitement familière. Et quand on pose la question à ces patients, cette chanson que vous connaissez, vous l'avez appris quand? Eh bien, comme ils sont dans l'incapacité, en fin de compte, de se remémorer, d'avoir des images contextuelles des ateliers auxquels ils ont participé, souvent leur réponse est de dire, eh bien, cette chanson-là, je dois la connaître depuis longtemps, j'ai dû l'apprendre quand j'étais jeune, je l'ai appris avec mes parents. Alors, si ça vous intéresse, parce que ici, je n'ai pas le temps, évidemment, de passer des extraits vidéo, vous pourrez regarder sur YouTube un petit documentaire que l'on a fait sur cette expérience d'apprentissage de nouvelles chansons qui est tout à fait étonnante. Alors, comment on peut expliquer que si on regarde qu'est-ce qui est défaillant chez les patients Alzheimer en termes de mémoire, on sait que la mémoire épisodique est très défaillante, c'est souvent d'ailleurs le signe princeps de cette maladie. La mémoire de travail, mémoire à court terme aussi, va être rapidement défaillante. Et puis, souvent, la mémoire sémantique, c'est-à-dire l'accès au concept, aux connaissances des mots, est de plus en plus défaillante.
Mais il reste en fin de compte des aspects de la mémoire qui peuvent être encore fonctionnels. La mémoire évidemment motrice, même si de nouveaux apprentissages moteurs sont devenus très très difficiles chez ces patients. Et puis, cette mémoire mal documentée que j'ai évoquée tout à l'heure, cette mémoire à long terme perceptive. Et on peut penser effectivement que chez ces patients, cette capacité à mémoriser de manière complètement naturelle, ou je dirais implicite, c'est-à-dire inconsciente, donc des nouvelles mélodies, passe largement par ce système de représentation perceptive à long terme. Alors, je dis bien à long terme parce que dans nos expériences, quand on revient 2 mois ou 4 mois plus tard et qu'on représente en fin de compte le texte d'une chanson qui a été travaillée ou qu'on représente un extrait de musique qui a été écouté dans des ateliers, clairement, ces patients le reconnaissent toujours comme étant familier ou sont capables de rechanter la mélodie. Donc, ce qui veut dire que c'est bien, en fin de compte, un encodage en mémoire à long terme qui a été possible chez ces patients. Alors, pour arriver à le démontrer de manière plus expérimentale, nous avons réalisé des expériences, non pas en atelier, mais en individuel, donc chez des patients, et nous venons de publier donc, un article dans le Journal of Alzheimer's Disease concernant ces premiers résultats donc, de travaux comportementaux qui montrent que si on fait en fin de compte au cours de plusieurs journées consécutives l'exposition de différents types de matériel, donc soit des peintures qu'ils ne connaissent pas au départ, soit des musiques, des extraits de musique qu'ils ne connaissent pas au départ, ou des petits poèmes de ce type qu'ils ne connaissent pas au départ, et qu'on expose ce matériel tous les jours et qu'on pose toujours la même question qui est de dire à ces patients: Monsieur, madame, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez cette information? On voit au départ qu'en fait, ils n'ont pas de sentiment de familiarité, ils disent ne pas connaître cette information, et on arrive au bout du 8e jour pour la musique et pour les tableaux, à une réponse donc franche de familiarité, c'est-à-dire quand ils entendent, quand ils voient les tableaux et qu'on pose la question, eh bien, il n'y a pas d'hésitation, ils disent « Ah oui, ça je connais, ah oui, ça j'ai déjà entendu », même si effectivement c'est un phénomène qui fonctionne bien pour le visuel et pour l'auditif, donc les tableaux de peinture et la musique, mais qu'on a beaucoup eu plus de mal à montrer pour le langage. Et ça, c'est pas forcément étonnant, parce qu'effectivement, on connaît les difficultés dans le domaine du langage de ces patients, et par ailleurs, effectivement, le langage a un mode de fonctionnement très spécifique, on ne peut pas changer un mot pour un autre, et donc cet aspect de reconnaissance dont je parlais en mémoire perceptive, sans doute qu'il n'est pas opérant ici dans ce contexte. Alors, nous avons terminé une étude en neuroimagerie cérébrale où nous avons fait passer donc, des patients Alzheimer à un stade avancé en IRM. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est l'atrophie cérébrale de ces patients donc, qui ont une maladie d'Alzheimer tout à fait typique, avec des lésions, une atrophie majeure en fait, des régions hippocampiques et para-hippocampiques notamment. Et pourtant, malgré ces lésions majeures, eh bien, on va retrouver quelque chose de tout à fait inattendu chez ces patients, qui sont des patients très amnésiques, c'est que lorsqu'on va tester leur capacité à reconnaître des informations exposées, ici des chansons qui au départ n'étaient pas connues, eh bien, leur performance de reconnaissance est tout à fait identique à ceux des sujets contrôle. Donc, pour conclure sur ces expériences ici cliniques sur la mémorisation de nouvelles informations, et notamment par la musique chez les patients Alzheimer, eh bien, en fait, ce que ces expériences montrent, c'est qu'on a la possibilité de démontrer un encodage, donc inconscient, implicite, de nouvelles informations en mémoire à long terme chez ces patients. Et que, en fait, cette information, ce constat, il permet d'envisager que l'on puisse faire des programmes de soins et des programmes culturels associés chez ces patients qui ne sont pas juste de l'occupationnel, qui ne sont pas juste en fait le fait de leur faire plaisir dans le présent, ce qui est déjà beaucoup, hein, et juste de les occuper en se disant que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, ils auront tout oublié le lendemain. Non, là, au contraire, on est dans une autre perspective, on va changer le
regard sur ces patients Alzheimer et sur la prise en charge, puisque là, on montre qu'on peut avoir une prise en charge avec ces patients qui ne sont pas juste des patients qui n'ont plus du tout de mémoire, mais qui n'ont plus certains mécanismes de mémoire opérationnelle, mais qu'il y a encore dans leur cerveau la possibilité d'encodage d'informations nouvelles en mémoire à long terme sous certaines conditions. C'est un encodage qui est plus difficile, qui nécessite de la répétition, et effectivement, la musique a été particulièrement puissante pour révéler, stimuler ces capacités préservées. Et je pense que si on n'avait pas eu la musique, si on n'avait pas eu la chanson qui aurait été donnée à notre disposition pour démontrer cette capacité d'apprentissage, nous serions passés complètement à côté, en fin de compte, de cette possibilité de révéler cet encodage chez ces patients. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur nos travaux sur mémoire, musique et cerveau, avec ces deux facettes donc fondamentales et cliniques. Je m'excuse, je suis allé un petit peu vite. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué à suivre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Hervé Patel, pour cet exposé si éloquent, si passionnant. Nous avons, en fait, on a programmé votre conférence juste avant la table ronde à laquelle vous allez participer. Et donc, je suggère que, parce que par faute de temps, donc nous n'allons pas avoir maintenant une place pour des questions spécifiques directement dans cette séance concernant votre exposé, qui appelle certainement à des questionnements à n'en plus finir. C'est passionnant. Nous allons interrompre cette séance et immédiatement ouvrir la séance de la table ronde à laquelle, s'il y a vous allez reparler, et il y aura, donc ce sera dirigé par Nicolas Meilhus. Donc, il verra comment gérer ce temps pour que nous puissions avoir la possibilité de vous poser des questions concernant cette conférence. Donc, si vous permettez, nous allons arrêter. Je vous remercie infiniment et nous ouvrons tout de suite la session de la table ronde.